Notre invitée cette semaine, Pauline Marois. Pauline Marois, bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue à Mémoire. Ça me fait plaisir d'être là. Vous restez tout de même dans le giron du parti. Alors, 25. nous sommes défaits à l'élection de 85, effectivement. Et là, je vais retourner dans mes terres avec une très, très grande tristesse parce que je m'étais beaucoup engagée dans mon comté La Pelletrie. Mon ministère me tenait beaucoup à cœur. J'avais fait plusieurs avancées qui sortaient un peu des sentiers battus et qui permettaient, je crois, d'offrir de meilleures solutions pour les jeunes, entre autres bénéficiaires. Vous êtes encore militante. Absolument. Travaillez avec M. Parizeau. Oui. Alors là, il y a un petit épisode quand même. Je vais, oui, continuer à militer. J'ai jamais renvoyé ma carte de parti. Je l'ai jamais annulée. J'ai toujours, chaque année, payé ma carte. Je suis membre du parti depuis les années 70, début des années 70. Mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Hein? Alors, je vais enseigner à l'Université du Québec en Outaouais comme chargée de cours. C'est une de mes amies qui enseigne là-bas. Elle me dit, on aurait 2 charges de cours pour toi. Bon, mais je continue à suivre l'action du parti. Je vais offrir à Pierre-Marc d'occuper une fonction au sein de l'exécutif. Mais à ce moment-là, il n'est pas prêt. Je lui dis, toi, tu es un petit peu plus de centre. Moi, je suis un peu plus de gauche. Je pense que ça ne lui plaisait pas vraiment. Alors, finalement, il ne va pas m'inviter à être membre de l'exécutif. Je vais prendre un peu de distance. Je vais faire du bénévolat. Je vais aider dans différentes organisations communautaires. Je vais aider, entre autres, avec les femmes qui ont des démêlés avec la justice. La Société Élisabeth Frey. Je ne connaissais pas. On est venu me trouver. Alors, je vais faire différents mandats comme ça. Et arrive la crise de contestation. Au moment où M. Lévesque décède, arrive la crise la contestation du leadership de Pierre-Marc Johnson par Gérald Godin, Louise Arel et quelques autres membres du caucus. Il faut dire que je pense qu'il y avait eu une erreur importante de la part de Pierre-Marc qui avait ouvert la canne de verre, comme on dit. Quand il est en Europe, M. Lévesque décède, il ne revient pas. Ça, c'était une erreur, à mon point de vue. Il y a des choses comme ça. Parfois, sur le moment, on ne pense pas que ça, c'est... Aux conséquences. Aux conséquences. Mais il y a eu des conséquences parce que ça a ouvert les vannes. Et donc, on a contesté son leadership et en quelques jours, quelques semaines, il a quitté ses fonctions. Et donc, on s'est retrouvé devant une autre course au leadership. Pour remplacer Pierre-Marc Johnson. Et là, évidemment, on a vu remonter les souverainistes qui avaient un peu pris leur distance. On les a vus revenir au parti, reprendre une place, faire un appel du pied à M. Parizeau. Pour les militants, ça avait été une perte incommensurable, comme le départ de Camille Lorrain, comme tous ceux qui avaient quitté. Alors, M. Parizeau va donc revenir au sein enfin, il n'avait jamais quitté lui non plus, mais il va se présenter comme à chef. la direction du parti, comme chef du Parti québécois. Je vais commencer par le critiquer. Oui. Oui. Oh là là. C'était pas ma meilleure, disons, mais c'est comme si j'avais un certain mécontentement de son départ encore. Et le fait que je savais que c'était un homme qui avait une certaine forme d'autorité, d'autoritarisme, pour ne pas dire parfois. Et ça avait un petit cri du cœur, quoi. Ce n'est pas l'homme de la situation. Oh là là! Je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que bon, c'était spontané. Il y avait des choses que je n'avais pas aimées chez lui quand j'avais travaillé avec lui, en même temps qui me revenaient à la mémoire.
il avait changé, par exemple, honnêtement. Entre autres, disons, une femme ne portait pas de pantalon, hein, quand on travaillait à son cabinet. Ouais. Un homme ne porterait pas de blazer en cuir non plus, hein. Il y avait ses exigences. Mais je pense qu'il avait, à cet égard, modifié un peu son attitude et ses comportements. Je pense que la femme qui l'accompagnait a aidé à ça. Bon, alors, mais mon cri du cœur était sorti spontanément. Ce n'est pas l'homme de la situation, c'était pas ma meilleure. Mais lui, ce qu'il a fait, m'a appelé. Ben voilà. Il s'est dit, elle a des bonnes... peut-être que je devrais l'écouter un peu. Finalement, c'est un peu ça. Je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, il vous a engagé comme conseillère. Oui, en fait, il m'a invitée à devenir conseillère au sein de son équipe. Et je vais devenir effectivement conseillère au programme, à l'exécutif national du Parti québécois. Bon, petite parenthèse, l'exécutif national du Parti québécois, c'est la direction politique du parti. Monsieur Lévesque, pas Monsieur Lévesque, Monsieur Parizeau y a siégé. Tout le monde a joué un rôle un jour ou l'autre au sein de cet exécutif. Il est composé de militants, mais aussi de représentants de l'aide parlementaire à partir du moment où on est élu. Il y a quelques-uns, il y a des comités d'action politique des femmes, des jeunes qui ont des représentants. Alors, c'est vraiment assez costaud comme organisation. Et il y a une responsabilité qui est conseiller ou conseillère au programme. C'est une lourde responsabilité parce que ça veut dire préparer les congrès, préparer les cahiers de résolution. Et à une certaine époque, les cahiers de résolution avaient 300 pages. Bon. C'est-à-dire que c'était des réflexions faites un peu partout et qui proposaient. On proposait tout, en environnement, en économie, en politique sociale. On allait jusque dans les moindres détails. Il y avait des recommandations, des propositions. Et ce cahier-là devait être supervisé par le conseiller ou conseillère au programme, mais plus que ça. À la fin, il fallait l'élaguer un peu, puis ça devenait la proposition de l'exécutif national. Donc, on écrivait les propositions. On travaille très fort à préparer le congrès, mais entre-temps, comme Pierre-Marc Johnson a quitté, le comté d'Anjou est libre. Alors, M. Parizeau me voit et me dit, Madame Marois, écoutez, on a besoin de quelqu'un de connu pour prendre la relève dans le comté de Pierre-Marc Johnson. J'avais quand même été ministre du gouvernement. Ma notoriété n'était pas si élevée que ça. J'en avais une. Quand même. Alors, il me dit, je compte sur vous, Madame Marois. J'aimerais ça que vous soyez candidate. Oui, mais j'ai dit, écoutez, je n'ai jamais milité là. Même quand je suis allée dans la pelleterie, c'est la même chose. Je n'ai jamais milité là. Je n'ai pas été en contact. Elle dit, écoutez, c'est des militants convaincus. On leur a parlé de votre candidature et ils sont prêts à vous accueillir à bras ouverts. Parce que vous savez que chez nous, les conventions, c'est compliqué, au Parti québécois. Les batailles pour devenir candidat, ça peut être très cruel. Bon, alors, j'ai dit, écoutez, je parle à mon conjoint, toujours. Et il dit, je ne suis pas sûre que c'est une bien bonne idée, d'après moi, tu vas te faire battre. Parce que c'est pas un comté naturellement favorable au Parti québécois. J'ai dit, écoute, M. Parizeau me le demande, puis peut-être que je peux gagner. Alors, je vais le prendre, je vais y aller. Et donc, je deviens candidate dans Anjou. Comme vous voyez, je ne suis pas toujours les conseils de mon mari. C'est ce qui fait la richesse de notre relation. Alors, je me retrouve donc dans Anjou avec des militants formidablement engagés, une équipe exceptionnelle, puis évidemment, le parti nous aide dans ce temps-là, en respectant la loi électorale, avec beaucoup de bénévolat. Et ça va bien. Franchement, on fait une bonne campagne, une belle équipe et tout. Je vais perdre par 1000 voix. Je suis bien sûr très déçue, mais M. Parizeau me dit, écoutez, Mme Marois, vous avez fait le possible. Bon, c'est parce qu'on essayait de gagner des points dans l'électorat, puis qu'il y ait des victoires ici et là pour qu'on puisse dire, bon, le retour de M. Parizeau, le gain que j'aurais pu faire, bon, le congrès qui s'en venait. Et là, moi, je suis conseillère au programme. La présidente de l'exécutif, parce qu'il y en a, le chef du parti, c'est une chose, le président de l'exécutif, c'en est une autre. C'est Nadia Simopoulos, c'est une femme remarquable, qui est présidente, Nadia, de l'exécutif du Parti québécois. Elle quitte, parce qu'elle est un peu en désaccord avec certaines orientations que l'on présente au programme, mais elle est quand même restée en bons termes, etc. Elle quitte. Alors moi, je dis à M. Parizeau, je vais me présenter comme candidate. Elle est un peu mal à l'aise.
parce qu'il a songé à quelqu'un d'autre. Mhm. Il va me le dire. C'est Bernard Landry. Bon, alors j'ai dit, écoutez, je comprends, M. Parizeau, je vais continuer comme conseiller au programme, il n'y a pas de problème. On prépare le congrès, et c'est au congrès que le président ou la présidente de l'exécutif est élu. Là, je vais vous raconter quelque chose, je crois que je l'ai mis dans ma biblio, mais c'est pas beaucoup connu. M. Parizeau va m'appeler quelques jours avant le congrès. Son chef de cabinet m'appelle avant, Jean Royer. Il me dit, Monsieur Parizeau a quelque chose à vous demander. Il est un peu mal à l'aise, mais il dit, écoutez-le. Et il dit, Madame Marois, Monsieur Landry ne peut se présenter pour des raisons familiales et j'aimerais ça que vous soyez candidate. Disons qu'on en avale, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça aussi, la vie politique. Parfois, c'est des déceptions, puis parfois, dans le fond, lui avait fait un choix parce que il croyait, je pense qu'il voulait que M. Landry n'était pas député ou membre de l'exécutif, rien. Il était prof, etc. Alors, il souhaitait le revoir à ses côtés. C'était normal. Mais en même temps, c'était blessant pour moi, évidemment. Bon, mais on en avale, comme je dis. Alors donc, je vais me présenter, je vais avoir de l'opposition, mais je vais remporter le poste à la présidence du Parti québécois. Et là, je vous raconte une anecdote ensuite de ça. Évidemment, arrive l'élection de 89. Je vais être candidate. Je vous raconterai les circonstances. Je vais être élue. Et M. Parizeau me dit, Mme Marois, même si vous êtes élue, j'aimerais ça que vous continuiez à être présidente de l'exécutif du Parti québécois. Là, les deux bras m'ont tombé. Voyons, il ne voulait pas que je le sois, maintenant il veut que je le sois tout le temps. Bien, finalement, ce n'était pas possible en vertu de nos statuts. J'ai dit, je pense, M. Parizeau, c'est à partir du moment où je suis élue, je ne pourrais pas assumer la fonction. Mais je pense qu'il avait apprécié mon travail. On a eu, c'est pas facile sur les planchers des congrès, il y a toutes sortes de propositions qui viennent. Donc, on avait bien travaillé, lui et moi, ensemble. 89, élection. Nous sommes un petit espoir d'être au pouvoir, mais très peu. Mais on remonte la pente, finalement, parce qu'on a eu la défaite très dure de 85, l'arrivée de Pierre Marc, le départ, l'arrivée de Jacques Parizeau. On se représente à l'élection de 89 avec un programme qui est comme une espèce d'intermédiaire entre la souveraineté sur l'indépendance versus des étapes par des référendums sectoriels, etc. Il y a tout ça là, qui est en cause, qui est un peu sur la table. Monsieur Parizeau a vraiment, je trouve, changé un peu d'attitude. Il est beaucoup plus ouvert à la présence des femmes. Honnêtement, et c'est pas seulement factice, c'est vrai. Et on va donc mettre de l'avant différents projets et différentes perspectives qui vont aller dans le sens de l'égalité, d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. En 1989, c'est une année très importante pour les femmes. C'est la loi sur le patrimoine familial. Absolument. C'est l'affaire Chantal Daigle, c'est Polytechnique. C'est un moment très chargé. Très chargé. Et sur la question de la loi sur le patrimoine familial, là, il y avait un petit peu plus de réticence. Dans notre caucus masculin et dans le caucus masculin des libéraux. C'était Monique Gagnon-Tremblay, qui était ministre de M. Bourassa, donc libérale, qui portait ce dossier. Et je dois vous dire que s'il est passé, c'est parce qu'il y a eu une grande complicité, pour ne pas dire une grande solidarité, des femmes du caucus du Parti libéral et du caucus du Parti québécois. Sinon, ça ne serait jamais passé. Mais là, ils ont senti qu'il y avait une opposition sur notre chemin. Puis, bon, dans cette foulée-là, je redis à nouveau que moi qui jugeais M. Parizeau un petit peu trop à droite, j'ai découvert un homme qui était plutôt très progressiste en le côtoyant dans son quotidien, puis avec les politiques qu'il mettait de l'avant. Et là encore, je vais avoir une chance formidable parce que M. Parizeau me dit, « Madame Marois, quel dossier voulez-vous avoir comme critique de l'opposition? » Je me suis dit, lequel?
où j'ai moins de connaissances et où ça va m'obliger à travailler fort. Conseiller en cela avec quelques amis qui continuent de m'accompagner. Alors, je demande industrie-commerce. Je n'avais pas d'atome crochu avec ça, mais je me disais, je vais être obligée de travailler fort. Et ça, je le savais. Volontairement, je me dis, ça va me permettre de connaître un champ qui est un peu loin de moi. Mm-hmm. J'ai un MBA, là, mais disons que la petite et moyenne entreprise, je ne connais pas ça trop. Alors, devant ce me dis certainement, Mme Marois. Je suis étonnée moi-même. Et là arrive un épineux dossier qui revient à la surface dernièrement ou dans l'actualité il y a peu de temps. Les heures d'ouverture. Mm-hmm. L'ouverture des commerces le dimanche. Oh là là. Moi, j'étais farouchement pour. 4 enfants. Oui, vous aviez besoin de votre dimanche pour aller faire vos courses. Manque de temps, toujours occupé dans les activités politiques, etc. Oui. C'est formidable. Ça va me faire une journée de plus. Le gouvernement du Parti libéral, Gérald Tremblay est ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est lui qui va porter le dossier et lui est farouchement opposé. Mais c'est à lui qu'on va demander de présenter la loi permettant l'ouverture des commerces le dimanche. Et moi, M. Parizeau me dit, bon, Mme Marois, là, vous réfléchissez. Êtes-vous prêt à défendre cette position-là? J'ai dit, je vais y réfléchir. Alors, je me suis mis à lire les rapports. Puis là, je me suis dit, dans le fond, pour la qualité de la vie, je pense que c'est une bonne idée. Alors, j'ai dit, OK. D'être contre. D'être contre. Pour votre parti. Pour mon parti. Oui. C'était gros, mais je me suis convaincue, honnêtement, et plus j'avançais dans le dossier, plus j'étais convaincue. À l'Assemblée nationale, il y a des commissions parlementaires, nous écoutons les gens, ils viennent nous présenter leur point de vue. Les syndicats, évidemment, sont farouchement opposés, même les entreprises, parce que certaines, ils voient leur compte, mais d'autres disent ça va être compliqué. Les dépanneurs sont opposés parce qu'ils pensent que leur marché va s'effondrer, ce qui n'est pas le cas, on l'a constaté. Bon, alors je vais faire la bataille contre Gérald Tremblay. Gérald Tremblay pensait comme moi avant, moi je pense comme lui après. Alors c'était quelque chose... Ça illustre bien la vie politique. Hein? Oui, je trouve que c'est un bel exemple. Deux personnes qui n'étaient pas d'accord ont suivi leur parti pour finalement et moi je m'en suis convaincue. Oui. Vraiment, je m'en suis convaincue. Je ne sais pas si Gérald s'en est convaincu. Je pense qu'il est resté plus de mon côté. C'est un chic type, d'ailleurs, avec lequel c'était très agréable de travailler. Écoute, je vais faire le tour du Québec avec les députés de ma formation et des opposants à la loi, des syndicats, etc., pour mobiliser les gens contre la loi. On va avoir des mondes dans les tribunes, les commissions parlementaires, à la fin, il va y avoir du monde partout dans les salles parlementaires. Mais on va perdre quand même. Et les commerces vont ouvrir le dimanche. Mais ça a été, c'est drôle, hein, à dire, mais ça a été un beau moment quand même, un moment de convivialité avec plein de gens qui vivaient au quotidien ce que ça signifiait que des changements comme ça dans leur vie. Mais il va arriver quelque chose d'assez spécial pendant cette période aussi. N'oubliez pas que dans tous ces échanges qu'on a avec Ottawa, il y a ce fameux accord du lac Meach. Oui. Hein? Bon. Alors, qui a pris des mois à se concocter, etc. Le Parti québécois, avec M. Parizeau, on avait appuyé M. Bourassa dans sa démarche pour faire reconnaître certains droits particuliers du Québec, etc. C'est pas parce qu'on était d'accord avec le fédéralisme, mais c'est parce qu'on disait tout ce que le Québec peut gagner, s'il y a un accord, tant mieux. C'est ça de gagner pour la suite des choses. Mais il y a échec du lac Meach. Nous sommes dans l'opposition. C'est M. Bourassa qui est au pouvoir. Et M. Bourassa a cette fameuse phrase très célèbre. Que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. C'était quand même très touchant, impressionnant, et ça avait un sens. Et c'est là que M. Parizeau va dire, je tends la main à mon premier ministre.
C'était un moment solennel. On vit des choses d'une grande émotion à ce moment-là. Tu sais, on sait qu'on écrit l'histoire, que l'histoire s'écrit. Imaginez ça, on est là. J'en parle, puis j'ai encore des frissons quand j'en parle. Alors, là, va se dessiner quelque chose d'assez formidable. Cette fameuse commission d'études sur l'avenir du Québec, qui est la commission Bélanger-Campeau. M. Parizeau va faire cette proposition à Robert Bourassa. Il va dire, pour dessiner la suite des choses, est-ce qu'on ne peut pas se réunir autour d'une table, gouvernement, opposition, société civile, et même Ottawa, pour consulter les Québécois? Et là, j'y vais de mémoire, et puis peut-être que M. Parizeau n'est pas allé aussi loin, peut-être que M. Bourassa était déjà convaincu d'avance, mais ça a fonctionné. M. Bourassa a accueilli la proposition. Maintenant, il faut s'entendre sur qui va animer, présider cette commission. Et c'était intéressant parce qu'ils se sont entendus, M. Bourassa et M. Parizeau, sur deux personnes qui étaient un peu au-dessus de la mêlée. Bon, Jean Campeau avait été président de la Caisse de dépôt et de placement. C'était un homme reconnu pour son intégrité. Michel Bélanger, qui avait été, s'il n'était plus à la tête de la Banque nationale, qui avait été un très haut fonctionnaire au moment de la Révolution tranquille, hein, il faut savoir ça. C'est un homme aussi intègre, reconnu dans son milieu. Alors, on s'était entendus, les deux premiers ministres s'étaient entendus pour nommer ces deux personnes comme coprésidents de la commission Bélanger-Campeau, de leur nom, qui était en fait une commission sur l'avenir du Québec. Oui. Et puis, et là, ils vont nommer chacun des députés, membres de la commission. Il y a des gens de la société civile, des conseils du patronat, des manufacturiers, des milieux culturels. Le président de l'Union des artistes va être là. Des représentants du fédéral, dont Lucien Bouchard, dont des gens du Parti conservateur et du Parti libéral. Enfin, alors donc, on se retrouve un groupe très important, je ne sais pas, 30, 35. Je suis membre. Je suis tellement honorée que M. Parizeau m'ait nommé membre, parce que là, je ne suis plus critique au commerce. Je suis présidente de la Commission des affaires sociales. On est en train de faire un grand remaniement dans la santé et services sociaux, ça vous étonne? Je préside les travaux de la commission, mais là, je vais laisser les travaux. C'est mon vice-président qui va prendre les rênes de la commission. Je vais donc me retrouver à la table de la commission Bélanger-Campeau avec Louise Arel, avec Jacques Brassard, avec Guy Chevrette, avec Jacques Léonard. Oh, c'est une équipe exceptionnelle. C'est tellement... M. Parizeau venait aussi. C'était formidable. J'ai vécu là une expérience dont je vais me souvenir toute ma vie, qui n'est pas une expérience d'un moment, qui est vraiment une connaissance en profondeur qui va dans les racines du Québec profond. On va faire le tour du Québec avec des gens donc, de tous ces horizons. On va écouter des citoyens qui sont des agriculteurs, qui sont des mères de famille, qui sont des organismes d'entraide aux personnes âgées, des municipalités, des chambres de commerce, des professionnels, avocats. Bon, ils présentent des mémoires et viennent nous présenter ça, comment ils voient l'avenir du Québec. Des personnes impliquées dans le développement des régions. C'est une expérience qui doit se vivre pour se comprendre. Parce qu'on touche le Québec profond, le Québec réel, celui des bâtisseurs, celui des créateurs, celui de l'occupation du territoire. C'est inimaginable. Et là, ça va plutôt dans le sens de « on est capable ». On est capable. On n'a pas besoin d'Ottawa pour décider ceci, cela. Puis là, tout le monde vient avec des perspectives, des images. Alors, on a l'impression qu'on est en train de faire la souveraineté du Québec. C'est de les entendre s'exprimer sur la manière dont ils voient les choses, oui. qui vous a nourri. Oui, c'est la manière dont ils voient les choses, la façon dont ils parlent de leur Québec. C'est ça qui était riche. C'est des gens qui sont fiers d'être québécois et qui osent l'affirmer sans espèce de
barrières ou de réticences. De façon décomplexée. De façon décomplexée. OK. Quel beau mot pour ça. Mhm. Et qui en parlent avec leur trip, avec leur cœur, avec leur tête. Et puis, on sent des gens qui ont le goût de se prendre en main. Évidemment, on a un nombre incroyable de représentations sur le fait que les régions sont importantes au Québec, qu'elles doivent avoir plus de pouvoir, plus de moyens. On arrive avec des recommandations presque unanimes. Il y a quelques dissidences, mais pas notables, pas si majeures. Donc, ce rapport est remis au premier ministre. Et il y a 2 recommandations. L'une, c'est qu'on tienne une commission sur l'avenir politique, une commission de l'Assemblée nationale sur la souveraineté du Québec, sur les impacts d'un Québec qui devient un pays, et l'autre sur les possibles modifications du fédéralisme. Et là, ce sont des commissions parlementaires. Et moi, je vais continuer à être de ces commissions, celle sur le Québec peut-il être indépendant. Et là encore, c'est une autre aventure parce que là, on fait venir des spécialistes qui viennent nous parler du territoire, qui viennent nous parler de la monnaie, de l'armée, de la justice, des chartes, de la Constitution, du partage des actifs. Moi, j'ai appris là comme jamais dans ma vie. J'ai appris dans le sens du vécu des Québécois par la commission itinérante Bélanger-Campeau. Mais là, c'est une somme de connaissances. J'ai encore le journal des débats de ces échanges que nous avons eus, parce qu'ils sont reliés, ils sont dans ma bibliothèque. Tous les échanges que nous avons eus avec des spécialistes du Québec, mais du monde entier. Comment on reconnaît les territoires, les contours d'un État quand on se sépare d'un autre État, la succession d'États. Je pourrais vous en parler. Donc sur la faisabilité, sur les institutions nécessaires pour contenir, si on veut, constituer un nouveau pays. Voilà. Finalement, c'est un peu ça. Et au lieu de tenir un référendum sur la souveraineté, ça va être le référendum de Charlottetown, où on va proposer au Québec des modifications à la Constitution ou des reconnaissances particulières, mais qui ne vont pas au-delà de quelques changements importants dans les tribunaux, etc., mais sans même corriger la Constitution de 82, sans proposer qu'il y ait un choix entre l'avenir du Québec souverain et la présence au sein de la Fédération canadienne. Et nous, la démonstration qu'on faisait tout le temps, c'était que c'est impossible de réformer la Constitution canadienne et en fait l'État fédéral. Le fédéralisme. La Constitution, l'État fédéral, le fédéralisme. Et Charlottetown en donne le bon exemple parce que c'est quelques changements que l'on va faire. Ce ne sont pas des changements nécessairement mineurs, mais ce ne sont pas des changements qui font la différence pour le Québec. Et même à ces changements-là, le Canada va dire non. Alors, évidemment, le Québec va dire non aussi. Et donc, ça va être la fin de Meach, de la commission Bélanger-Campeau et du référendum de Charlottetown. Ce qui va donner un élan, par ailleurs, à autre chose. Absolument. Nous sommes dans l'opposition. M. Parizeau est chef du parti. Il veut faire l'indépendance. Et il va proposer que dans un prochain gouvernement du Parti québécois, on fasse un référendum sur l'indépendance. Pauline Marois, merci de cet entretien. Ça m'a fait plaisir.